Bon, bonjour, Monsieur Dupuis, je suis Angèle. Je suis là pour faire la soutenance avec vous, d'accord? Je vous souhaite pas de stress tout d'abord et vous pouvez commencer quand vous êtes prêt, d'accord? Ok, bonjour Angèle, merci de me recevoir donc, pour cette présentation qui correspond à mon dernier projet du cursus Data Architect d'Open Classroom. Ça y est, le sixième et dernier, et que j'ai réalisé cette fois-ci que j'ai pu réaliser sous forme de stage. Voilà, donc qui pour moi était important de commencer, comme on dit, à mettre la main à la pâte sur des architectures réelles. Et donc, j'ai eu la chance, l'opportunité de réaliser un stage chez Capgemini sur le site de Toulouse pour un client client final que je ne citerai pas, hein, qui n'est pas visible dans les slides que je vais présenter pour des raisons de confidentialité. Simplement, bon, voilà, vous pourrez éventuellement le retrouver avec un peu de déduction, mais je ne nommerai pas le client. Voilà, simplement, je présenterai le travail que j'ai effectué pour eux et dire qu'apparemment, il a été apprécié puisque j'ai pu le présenter à une vingtaine de personnes au moins, du staff technique et manager, et voilà, et qui ont été assez intéressés par ce qu'on peut faire, notamment avec les outils Big Data et le Machine Learning. Voilà, donc je vais vous partager l'écran et on va démarrer. Hop. Alors, est-ce que vous voyez bien les présentations? Oui, parfaitement. Ok, très bien. Oula. Hop. Voilà, donc c'est les slides que j'ai réalisés lors du stage qui m'ont servi de support aux présentations, hein, auprès des équipes de Capgemini. Minus les quelques modifications que j'ai effectuées pour anonymiser les slides. Voilà, donc c'était un stage qui a duré 2 mois, juin et juillet, et dont le sujet donné par le client était celui-ci: mettre en œuvre un POC pour assembler et organiser les logs applicatifs et systèmes à des fins de corrélation. L'objectif est de déterminer dans quelle mesure nous pouvons gagner en proactivité en réalisant un profilage applicatif, c'est-à-dire arriver à synthétiser le comportement entre guillemets d'une application, sachant que leurs principales applications tournent sur des front-end Apache et du back-end WebLogic. Voilà, et qu'ils auraient aimé voir si on pouvait apporter de la visibilité aux problèmes récurrents avec des applications Big Data et d'intelligence artificielle, donc que je vais présenter ici. Alors, en début de stage, pour me familiariser un peu avec l'environnement du client final, j'ai eu accès à la base ITSM, voilà, qui est la base, donc c'est dans la terminologie utile, qui est à la fois la base d'incidents et de demandes de travaux. C'est-à-dire que c'est l'interface principale, c'est un applicatif qui est l'interface principale entre le fournisseur de services, qui est ici Capgemini, et le client final dans la gestion de l'information. Voilà. Donc Capgemini réalise l'infogérance du système d'information, et le client final, lui, est demandeur des services, que ce soit le déploiement ou la surveillance et le monitoring. Donc, j'ai choisi une application principale, hein, sur le système d'information, et j'ai fait une petite analyse des incidents rencontrés dans cette base depuis septembre 2017. Donc, on peut voir ici que majoritairement les incidents étaient étaient de 2 types. Les incidents de type assistance, qui sont des utilisateurs finaux qui appellent pour des problèmes de connexion ou d'accès la plupart du temps. Donc ça, je ne me suis pas concentré là-dessus. Moi, j'ai plus regardé dans le cadre du stage les incidents de supervision, qui la plupart du temps sont des incidents déclenchés automatiquement par l'outil de monitoring Patrol. Hein. Et donc, je me suis intéressé à ce qu'il pouvait y avoir dans
dans ces incidents supervision. Et alors, une première approche et qui a intéressé le client, c'est que dans cette base de données ITSM, qui est ServiceNow, une base assez connue pour réaliser ça. En fait, ils ont donc le numéro d'incident, le type de la catégorie d'incident, et après ils ont des champs de texte libres qui sont remplis par les administrateurs. Et donc, ils ont le champ description, description courte, description et note de résolution. Et là, dans l'utilisation qu'ils en font, j'ai détecté ce qu'on appelle de la donnée grise, c'est-à-dire qu'il y a de l'information là-dedans, mais qui n'est pas exploitée par eux pour visualiser le modèle d'incident qu'ils rencontrent, puisque c'est un texte champ au format texte. Donc, ce que j'ai réalisé rapidement avec les outils que je connaissais de ma précédente expérience, de mes précédentes études de data architect, c'est que j'ai fait simplement du word count sur ce champ-là. Là, c'est sur le champ description. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est déjà que le profil d'incident a évolué et que le plus récent, en fait, contient pour une bonne partie c'est-à-dire le remplissage de file system. Donc des alertes concernant le remplissage de file system. Alors ensuite, j'ai réutilisé la même méthode. Hop, si ça veut bien passer. Ça, c'est sur les champs description, donc quand l'incident est ouvert, et note de résolution. Comment l'incident a été résolu. Et là, on peut voir un schéma un peu différent, notamment voilà, une différence, une évolution dans le temps entre le type d'incident rencontré au début à la mise en production de l'application et ce qui est rencontré maintenant. Et maintenant, on peut voir par exemple que ça tourne pas mal autour de Oracle et du mot purge, le mot purge qui revient assez souvent, et donc typiquement des problèmes de purge d'archive log sur cette appli. Voilà. Donc déjà, cette première analyse les a pas mal intéressés, puisque ça ne nécessite pas l'acquisition de produits ou quoi. Ça peut simplement voilà, les aider à résoudre une partie de leurs problèmes avec une simple analyse. Alors ça, c'était pour une première partie, pour me mettre dans le contexte du client final. Et ensuite, pour répondre donc à la demande qui était formulée pour le stage, je leur ai proposé d'installer un POC à base d'Elasticsearch en activant le pack Machine Learning, en activant le XPack, les licences XPack de Elasticsearch. Donc, si vous voyez comment ça fonctionne pour le licensing de cette base de données, c'est que la société Elastic fournit entre guillemets gratuitement la base de données, qui est une base d'indexation de documents au format texte, et de façon payante en fait permet d'activer le XPack, voilà, qui ouvre tout un tas de fonctionnalités qu'eux ont développées. Il se trouve que le pack Machine Learning répondait pour moi plutôt bien à la demande. Voilà, donc c'est un logiciel intégré qui a été développé par la société Prelert à l'origine et qui a été racheté par la société Elastic fin 2016. Voilà, ils ont repackagé le produit, ils l'ont intégré dans leur offre XPack. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai installé cette base et activé la licence démo d'un mois pour ces produits. Voilà. Alors, ce que réalise le produit XPack Machine Learning, c'est ce qu'on appelle du machine learning non supervisé. C'est-à-dire qu'il va être capable en fait de réaliser de l'analyse de séries temporelles. Ici, les séries temporelles seront les collectes de journaux systèmes et applicatifs réalisés sur les applications de production. Et l'outil va être capable en quasi temps réel en fait de détecter les événements qui ne correspondent pas à un modèle qu'il aura réussi à définir sur les flux de données reçus. Voilà. Et donc du unsupervised machine learning avec analyse de la variance typiquement et réduction de dimensions pour être capable de traiter l'ensemble d'un parc informatique de façon synthétique et d'en faire ressortir des analyses. Donc ça, c'est le type de produit qui est vraiment d'actualité
hein, qui commence à se déployer dans les parcs informatiques d'envergure. Voilà, pour apporter de la visibilité aux opérateurs et aux managers. Donc pour utiliser en fait cet outil assez simplement, moi pour mon POC, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas réinventé la roue. En fait, je me suis basé sur un projet existant qu'il y avait déjà en place chez le client et qui réalisait déjà la collecte de systèmes, applications et divers, je dirais, d'autres applications, et qui envoie ça dans un cluster Kafka. Voilà, que je commence à bien connaître, moi, de par le cursus réalisé via Open Classroom. Donc, tous ces événements, systèmes et applications sont centralisés sur un gros cluster Kafka chez eux. Je suis simplement venu me greffer sur l'existant, qui a ici le rôle de consommateur pour le cluster Kafka, voilà, et qui me permettait de filtrer les événements par un champ précis qui correspond à l'ID de l'application dans les événements de Kafka. Donc pour moi, c'est très pratique puisque voilà, j'ai pu récupérer des données existantes et venir les rediriger en gros dans une base Elasticsearch que j'ai déployée sur une machine à part pour le POC, avec une estimation de capacity planning pour l'espace dont j'aurais besoin, voilà, le temps du POC. Alors ce que j'ai fait pour arriver à pérenniser un peu cette maquette, c'est que notamment j'ai déployé Elasticsearch sur un seul nœud, hein, il y avait pas de cluster, j'avais pas les ressources nécessaires pour ça, et j'ai pas fait spécialement la demande, sachant que ça aurait pris du temps et c'était pas forcément utile dans le cadre du stage. Donc je me suis contenté d'une machine. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait de la rotation d'index au niveau Elasticsearch. Donc là-dessus, ça a été intéressant pour moi parce que j'en avais entendu parler, j'ai eu l'occasion de le mettre en œuvre. C'est-à-dire que le Logstash installé va générer un index par mois. On voit ici, par exemple, les tailles des différents index générés chaque mois, par jour, pardon, un index par jour. Voilà. Et avec un alias, donc j'ai créé un alias qui s'appelle ITOA, qui pointe sur l'index courant pour la consultation. Voilà. Donc ça permet de stocker un grand nombre de données et de réaliser des optimisations au niveau système de fichiers par-dessous. Donc pour mettre en place cette indexation journalière, là, cette création d'un index journalier, j'ai notamment dû utiliser une technique de mapping template. Dans Elasticsearch, avant de créer un index, on doit lui informer du type de valeur qu'il va recevoir dans ses documents. Là, c'était des documents de type JSON. Hein, tous les logs collectés étaient au format JSON. Donc, j'ai dû lui définir un mapping assez complet de tous les types de valeurs qu'il pouvait s'attendre à trouver. Hein, Et alors, sachant que voilà, ça par rapport aux petites démos réalisées dans le cursus Open Classroom, là on est sur de la production, donc il y a toujours tout un tas de données qui ne correspondent pas à ce qu'on s'attend à trouver. Donc c'est toujours un peu plus compliqué de monter ça dans des cadres réels. Et par exemple ici, j'ai dû utiliser une astuce pour passer en lowercase certains champs et aussi activer le ignore malformed, c'est-à-dire ne pas tenir compte des champs qui auraient des valeurs erronées. Voilà, ça c'est j'ai dû mettre ça en place, et ce template vient s'appliquer automatiquement sur chaque index créé chaque jour. Donc le slide suivant est incorrect puisque j'ai eu un souci de copier-coller. Juste pour dire que j'ai aussi utilisé la fonction dans Elastic de index lifecycle, c'est-à-dire que les index créés chaque jour, je ne les garde pas de vitam aeternam. En fait, je les fais expirer au bout d'un mois. Donc, la base élastique arrive à gérer elle-même son indexation et à nettoyer en fait les index vieux de plus de le temps qu'on définit ici, c'était un mois,
pour des raisons d'espace. Voilà, donc j'ai utilisé la fonctionnalité Index Lifecycle de Elasticsearch. Voilà, donc une fois que le POC était en place, j'ai pu commencer à collecter les informations et à tester l'outil XPack Machine Learning. Voilà. Et c'est ça qui a commencé à intéresser le client. Alors, l'outil effectue principalement des analyses de séries temporelles, c'est-à-dire qu'il reçoit en entrée beaucoup d'informations qui ont chacune un timestamp, une date, des informations datées, et il reconstruit des séries temporelles par rapport à ces informations. Voilà. Après, il peut appliquer des analyses sur ces séries-là. Donc ici, l'exemple, c'est simple, c'est sur un serveur et un file system. Voilà, c'est un taux de remplissage du file system. Donc le trait bleu, c'est les valeurs récupérées depuis le logstash et envoyées dans ma base élastique. L'espace en bleu ici, c'est le CDDev, la variable standard, c'est le modèle en fait qui a été généré par l'outil. Voilà. Et ici, alors j'ai pas cassé la prod pour générer ça. En fait, j'ai injecté du document dans ma base élastique pour perturber le système et vérifier qu'ils généraient bien ce qu'ils ont nommé des anomalies, c'est-à-dire que les valeurs rencontrées ne sont plus les valeurs attendues. Et le produit fonctionne comme ça en fait. Il arrive à déterminer une zone de valeurs qui sont assez probables. Et dès qu'on a des valeurs qui sortent de cette zone, voilà, il commence à générer des anomalies qu'après on peut réutiliser, anomalies qu'on peut réutiliser nous pour les transformer en alerte, par exemple. En alerte, en correction automatique, on peut en faire ce qu'on veut. Là, tout ce que fait l'outil, lui, c'est de créer des anomalies de type ici, voilà, 3 times lower par rapport aux valeurs connues, quoi. Donc ça, c'est un exemple simple. Et une autre fonctionnalité du produit, c'est le forecasting, c'est-à-dire que ce qu'on voit ici en jaune, comme on a un nombre de valeurs déjà enregistrées, il est capable de faire de la prédiction. Et donc ça, c'est à peu près du 3 pour 1. Si on a 3 semaines d'infos stockées, on peut faire de la prédiction sur une semaine. Ça, par exemple, ça peut être assez utile pour faire du capacity planning. Et c'est de la prédiction sur les méthodes que j'avais utilisées en parcours data analyst. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le code source de leur produit, la machine learning, est ouvert. C'est du C++, on peut vérifier le code source, donc c'est pas spécialement un produit hyper marketing. Enfin, je fais pas de publicité spécialement pour eux, mais leurs analyses sont a priori plutôt bien faites, quoi. Ça, c'est un autre écran qu'on a sur le produit, où ici, on peut voir sa façon de détecter la saisonnalité des séries. C'est-à-dire que là, c'est par exemple un front-end web avec le nombre de logs générés par période. Donc, typiquement, dans la journée, il y a beaucoup plus de connexions que la nuit. Donc, on voit une courbe avec les pics de connexion dans la journée. Et ici, sur un certain jour où il détecte un comportement anormal pour cette métrique. Le produit est agnostique, il n'a pas de présupposition par rapport aux valeurs attendues, simplement il est capable de générer des anomalies si les valeurs attendues ne sont pas, si les valeurs réelles ne sont pas celles attendues, quoi, au-delà d'un certain seuil. Voilà, ici, c'est des logs Apache en erreur, quoi. Une autre fonctionnalité du produit, c'est l'analyse des populations, c'est-à-dire que plutôt que de comparer les séries temporelles en autorégression par rapport à elles-mêmes, il est aussi capable de comparer des valeurs, un lot de valeurs entre elles. Donc un exemple typique, c'est un groupe de serveurs web, voilà, avec un nombre de connexions, et il sera capable de générer des anomalies si une des machines a un nombre anormal de connexions par rapport à un ensemble, par rapport à un lot de serveurs. Donc, on peut générer des anomalies par rapport au résultat d'une analyse de population. L'autre écran du produit machine learning, c'est l'explorateur d'anomalies. Et alors ça a pas mal emballé les équipes techniques de Cap là, qui travaillent pour le client final. C'est-à-dire que ça arrive à synthétiser les anomalies générées.
Donc, par exemple, ici, on voit à la fois les valeurs sur les logs Apache et sur les valeurs système, sur les métriques système. Donc ici, par exemple, on aurait pu, grâce à cet outil, on aurait pu anticiper au moins d'une demi-heure un crash. Ça, ce sont des valeurs réelles avec un crash réel qui a eu sur l'application. Et donc, on pourrait synthétiser ça et puis en cas de crise, avoir une vue beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus large plutôt que d'aller fouiller dans les logs. Voilà, donc ça c'est une page sur le sizing à réaliser dans l'éventualité où vous serez intéressé pour déployer ça. C'est ce que j'ai trouvé dans les forums d'Elastic avec le type de machine qu'il faut pour faire tourner ça et qui vient se greffer sur un cluster, peut venir se greffer sur un cluster Elasticsearch en place. Voilà. Et un dernier slide pour présenter donc sur ce type d'outils d'analyse qui ont, comment on dirait, le vent en poupe. Hein. C'est des choses qui ne sont pas forcément en place partout et qui permettent, à mon avis, quand même d'apporter une visibilité bien meilleure aux événements qui se passent dans les grosses infrastructures. Donc ça, c'est une liste des vendeurs que j'ai récupérés chez Gartner qui offrent le même type de produit. Et il se trouve que le client final là donc pour qui chez qui j'ai réalisé ce stage utilise déjà un de ces outils. Donc voilà, je leur ai proposé éventuellement par la suite de regarder ça un peu plus avant et de voir si en activant simplement une licence, ils ne pouvaient pas aussi profiter des fonctionnalités de ce type de fonctionnalités sans avoir à réinstaller tout un ensemble d'applicatifs. Hop. Et voilà, la présentation se termine. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Non, parce que franchement, c'est assez clair, très très dynamique, très coloré, beaucoup de graphes pour montrer ce que vous avez trouvé, que c'est déjà une très bonne intégration de votre parcours antérieur. C'est la partie de data analyst, ça se voit que vous avez fait data analyst avant. Vous avez fait la formation. Ouais, pour moi, ouais, c'est ça. J'ai fait la formation data analyst avant, et du coup, c'était vraiment très intéressant de pouvoir un peu mêler les deux. La valeur ajoutée se présente, à mon avis, se présente là, quoi. Justement, c'est clair, ça, c'est vraiment joli et parlant. Les images, ça explique très bien, en plus de vos explications, bien sûr. Mais bon, moi, je pense que je n'ai rien à rajouter, rien à demander. C'est assez clair. Vous avez pris des outils qu'ils ont dans les marchés, vous avez utilisé comme il faut pour obtenir les résultats, pour proposer des nouvelles services à les clients. Vous avez déjà la force des propositions, tout ça. C'est franchement bien. Très bien. Bon, je n'ai rien à rajouter de plus. Ok, merci bien. Après, du coup, comme je me dis, l'équipe avec qui je travaille, ils sont intéressés. Évidemment, le produit est bien, mais c'est pas gratuit, quoi. Après, ça sort un peu de mon domaine. Oui, ça, on ne peut pas avoir normal, des produits gratuits, des main-d'œuvre pas trop chers. À un moment donné, il faut payer quelque chose. Mais après, il faut savoir que le retour sur l'investissement, il est là. Déjà, avant qu'on puisse agir, déjà, ça peut valoir beaucoup d'heures de fouiller sur les logs. Ouais. Je suis d'accord. Et même automatiser des événements, des résolutions d'incidents. Je ne vais pas mettre plus d'argent sur le développement d'une solution pour automatiser tout ça. On peut rester avec la visualisation d'une demi-heure avant, savoir que c'est possible qu'on puisse avoir un problème. Parce que parfois, ces demi-heures, ça donne le résultat
quelques heures de travail pour chaque élément de l'équipe. Ouais. Parfois, les prix de ça, c'est beaucoup plus cher. Mais bon. Ouais. Ouais, sans compter les indispos applicatives, Ah, oui. les indisponibilités des applications. Ouais. Ça arrive.